Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le yo-yo des marchés. Il y a des jours où il ne faut pas chercher à tout comprendre sur les marchés. C'était un jour d'aversion pour le risque hier avec une baisse de 2% et plus pour les actions européennes qui sont en train de rebondir. Phénomène élastique avec un CAC qui gagne entre 1,5 et 2% à mi-séance. Airbus fait figure de leader. Le secteur aéronautique ou encore le secteur du luxe sont les deux secteurs qui permettent notamment au CAC 40 parisien de rebondir aujourd'hui. C'est un rebond assez généralisé ailleurs en Europe. Vous aurez les infos clés du jour à mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis dans ce rendez-vous du vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, 2 thèmes et 2 invités pour nous accompagner pendant cette demi-heure. On parlera de gestion active avec une frontière de plus en plus poreuse entre les fonds traditionnels de stock picker et les fonds passifs, les fameux ETF qui deviennent là aussi de plus en plus pointus, de plus en plus précis, de plus en plus intelligents et qui permettent de bâtir également des stratégies de gestion active. On en parlera avec François Jubin, le président de WiseAM qui sera avec nous. Et puis, place à la nouvelle génération de gérants. On accueillera le vainqueur ou le représentant de l'équipe qui a remporté le dernier Natixis CCM Graduate Challenge, un concours de gestion de portefeuille qui s'est déroulé sur 3 mois en début d'année. L'équipe vainqueur s'appelle Quant for Good et Corentin Sen, étudiant HEC, représentant de l'équipe Quant for Good, sera avec nous en plateau pour nous parler de ce concours et nous parler de cet intérêt de la nouvelle génération pour les métiers de la finance et de la gestion en particulier. Et la journée d'aujourd'hui qui permet de compenser en partie les pertes accusées hier sur les marchés actions. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40, un CAC 40 qui reprend environ 1,5% après le recul généralisé sur les marchés hier qui a fait connaître à l'indice parisien sa plus forte baisse en 2 mois. Un regain de volatilité donc sur la séance d'hier dû à la progression du variant Delta qui crée un contexte d'incertitude sur la reprise économique mondiale alors qu'un pays comme le Japon a dû instaurer un état d'urgence hier, quelques jours avant le début des Jeux Olympiques dans le pays. On note d'ailleurs que les principaux indices asiatiques ont clôturé en ordre dispersé ce matin. Le Hang Seng qui avait signé la plus forte baisse hier matin reprend près de 1%, tandis que le Nikkei continue son recul et cède de 0,6%. Au-delà du variant Delta, rappelons que l'incertitude sur les marchés est également alimentée par les questionnements autour du changement de ton de la Fed depuis mi-juin, mais aussi par les difficultés d'entente au sein de l'OPEP+, sur un relèvement des quotas de production. Les récentes déclarations de la Banque centrale chinoise sur une potentielle réglementation plus forte des fintechs dans le pays laissent également planer le doute sur le potentiel de croissance des entreprises chinoises cotées à l'étranger et notamment à Wall Street. Dans ce contexte, les rendements obligataires progressent légèrement portés par un mouvement de flight to quality des investisseurs. Le taux à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,33%, tandis que l'OAT à 10 ans en France revient aux alentours des 0,03%. Les investisseurs qui suivront aujourd'hui la réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 avec notamment un ordre du jour qui concernera la fiscalité mondiale des multinationales après l'accord au G7 et la quasi-unanimité au sein de l'OCDE. La question sera d'entériner la mise en place d'une fiscalité minimum de 15% pour les multinationales, mais aussi la répartition des recettes fiscales en fonction des pays où le chiffre d'affaires de l'entreprise a été réalisé. Côté valeur à suivre à présent à Paris, le rapprochement entre TF1 et M6 progresse. Les groupes Bouygues, RTL Group, mais aussi donc évidemment les groupes TF1 et M6 ont annoncé la signature d'un certain nombre d'accords sur le sujet pour un rapprochement qui devrait se faire d'ici la fin 2022. CGG déclare de son côté prévoir un chiffre d'affaires annuel stable par rapport à l'année 2020 ainsi qu'un EBITDA d'environ 310 millions de dollars. On note que Airbus annonce de son côté avoir livré 297 appareils au premier semestre 2021 avec notamment un rebond de son activité en juin à la faveur de la réouverture des économies. Sur ce dernier mois de juin, le nombre d'appareils livrés par Airbus se monte à 77, tandis que 73 nouvelles commandes ont été enregistrées donc sur ce même mois. Et on note pour finir donc rapidement sur le front des matières premières que le baril de Brent progresse ce matin. Il remonte juste en dessous des $75.
Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et donc, deux invités avec nous à la mi-journée pour parler de la gestion. François Jubin est avec nous, le président de WiseAM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour Grégoire. Et Corentin Sen qui nous accompagne, donc, que j'accueille avec plaisir sur ce plateau. Bonjour Corentin. Bonjour Grégoire. Bienvenue, vous êtes étudiant à HEC, enfin diplômé en ce moment même d'HEC, du master HEC que vous venez de conclure, et donc représentant de l'équipe Quant for Good, qui a été l'équipe gagnante de la deuxième édition du Natixis IM Graduate Challenge, qui est un challenge de gestion de portefeuille, je le disais, deuxième édition, avec une dimension internationale, parce qu'il y avait beaucoup de business schools, d'écoles d'ingénieurs d'universités françaises, mais également britanniques, je crois, et américaines. Exactement, et américaines. Concours international, 12 équipes au départ, et Quant for Good a donc remporté ce challenge. Vous m'en voudrez pas, François, si je commence avec la nouvelle génération C'est un grand plaisir. de gérants. On voit des jeunes qui s'intéressent au métier de la gestion. Pour parler du challenge et de la compétition en tant que telle, Corentin, vous allez nous dire effectivement quelles sont les performances que vous avez pu obtenir avec les stratégies que vous avez mises en place au sein de l'équipe Quant for Good. Mais juste un mot, parce que bon, il y a l'objectif de performance, ça reste quand même le juge de paix quand on est investisseur, gérant sur les marchés. Mais quels étaient quand même les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui vous étaient fixés pour ce challenge ? Donc pour ce challenge, c'était un challenge avec une vision 360 du métier de gérant, donc avoir vraiment géré les risques et être capable de créer de la performance sur les marchés. Donc on avait vraiment 100 millions d'euros à investir justement sur les marchés. Vous les aviez pas vraiment? Non, c'est ça, on est d'accord. De l'argent mais oui. Donc 100 millions à investir avec justement des mentors qui nous ont permis, genre des affiliés de Natixis Investment Manager, qui nous ont permis justement de développer notre stratégie et de nous encadrer pendant ces 3 mois de gestion fictive. Bon, quelle est la philosophie, le processus d'investissement que vous avez pu définir avec les collègues de votre équipe? Alors je les cite, Jean Chilet, Sarah Jalot, Marine Tabary, Valentine Malivelle, et vous donc, vous étiez d'ailleurs un des quants de la bande, c'est ça, Corentin? Quels étaient les grands piliers de votre stratégie là? Alors du coup, on avait une équipe vraiment pluridisciplinaire, donc 3 de mes amis étaient dans le master Data Science avec l'école Polytechnique et 2 amis étaient dans le master Environnement à HEC Paris et Innovation. Et donc notre objectif, c'est d'avoir une stratégie quantitative, mais avec un très fort focus environnement et changement climatique. Donc pour cela, on a développé des algorithmes de gestion de portefeuille avec des optimiseurs de portefeuille pour éliminer le biais des gérants que l'on peut avoir et justement pour avoir cette stratégie très forte en environnement. Vous avez délivré, alors le concours, enfin la partie investissement s'est déroulée sur les 3 mois de février, mars et avril, c'est ça, de cette année 2021. Corentin, vous avez délivré une performance sur ces 3 mois de 7,25%. Exactement. Ce qui est très bien en absolu. Alors là, je me tourne vers François, mais très bien en absolu et même en relatif, puisque vous battez largement votre indice de référence sur cette période. Sur 3 mois, plus de 7% de performance sur les marchés. Voilà, s'il bat son indice de référence, effectivement, c'est ça qui est important. Ouais. Et vous avez largement battu votre indice de référence. On a largement battu l'indice de référence. Donc l'indice de référence, c'était pour la compétition Léonia avec 400 points de base. Mais pour être capable de voir les paris qu'on avait fait, on a décidé de prendre un benchmark de gestion qui était composé du MSCI World et de l'indice Barclays. Ah, c'est intéressant, oui. Exactement. Ça relevait un petit peu le niveau de la compétition d'une certaine manière par rapport à Léonia, même avec 400 points de base de plus. Exactement. Ça mettait un peu plus de challenge. Et vu qu'on a décidé de beaucoup développer des algorithmes quantitatifs pour voir les paris qu'on avait fait justement et les convictions justement qu'on avait dans notre gestion, c'était important de voir les paris qu'on avait en termes de zone géographique ou bien en termes de secteur d'activité. C'est pour ça qu'on avait décidé de mettre un benchmark de gestion. Bon. Ex post, là, comment vous analysez cette performance? Qu'est-ce qui a contribué le plus à cette performance? Quels sont les points peut-être de moindre satisfaction aussi que vous retenez dans l'exercice de cette stratégie, Corentin? Du coup, pour l'exercice de la stratégie, on avait une stratégie très ambitieuse au niveau ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et donc, c'était un peu compliqué avec toutes les données d'être capable de les réconcilier. Et donc, on avait quelque chose de très ambitieux au départ et on a fait quelque chose comme on pouvait le faire, mais c'était quand même très, très performant. Et donc, on a en fait eu des optimiseurs de portefeuille et sur différents secteurs d'activité, on a vraiment voulu jouer l'économie. Donc l'ouverture de l'économie sur différents secteurs d'activité, donc le secteur des matériaux et des industries. On était très exposé sur les États-Unis, donc on a décidé aussi de jouer le plan d'infrastructure mis en place par Biden, la potentiellement hausse des taux avec l'hausse de l'inflation, donc s'intéresser au business model des banques, donc vraiment être très diversifié dans tous les secteurs d'activité possibles.
Et concrètement, alors, les secteurs, les valeurs, les thèmes qui ont été particulièrement contributeurs à la performance, qu'est-ce qui en Le ressort? secteur des matériaux, on a eu une belle performance sur le secteur des matériaux, avec justement Apply Materials comme boîte d'activité. On a eu aussi les industries, avec Acuity Brands, et on a aussi les secteurs de la santé, où on avait Anthem, qui a eu des très belles performances, plus de 35% justement sur les 3 mois de gestion. Et sur les ETF, du coup, qu'on a utilisé pour la diversification, aussi bien sur la zone géographique que sur les secteurs d'activité, on a essayé de mettre des ETF alignés avec les accords de Paris, donc très respectueux de l'environnement. Qu'est-ce qui fait que vous avez remporté ce challenge selon vous aujourd'hui, Corentin? Parce que donc il y a la partie, il y avait 12 équipes au départ, je le dis, donc une sélection, le gros de l'écrémage se fait sur la période d'investissement, mais vous étiez ensuite 3 équipes en finale, une finale qui était une forme de grand oral, c'est ça Une forme de grand Corentin oral, justement. Sur toute la période, on avait différents reportings pour être capable d'expliquer notre conviction et d'expliquer les poids qu'on avait mis sur chacun de nos portefeuilles. Et donc les critères n'étaient pas seulement la performance financière, les critères étaient la gestion de conviction, si on avait une conviction, si on avait respecté nos convictions et si on était capable de délivrer aussi de la performance in fine. Donc je pense que c'est vraiment la pluridisciplinarité de notre équipe qui nous a permis d'avoir des compétences fortes quantitatives avec nos algorithmes, mais aussi des compétences vraiment spécialistes sur les personnes qui étaient en master de l'environnement, qui nous ont permis vraiment d'exceller et de très bonnes présentations aussi. Et ça veut dire quoi? C'est les 7-25% de performance. Je ne veux pas vous en enlever, hein, c'est bien 7-25%. Oui, c'est ça, 7-25% de performance. Est-ce que c'était la meilleure performance parmi les autres équipes, ou est-ce qu'il y avait des performances plus importantes, mais sur d'autres critères, des équipes qui ont été peut-être moins satisfaisantes que la vôtre? Non, on a eu la chance aussi d'obtenir la meilleure performance. D'accord. Mais à la finale, il n'y avait pas juste les équipes qui ont de très belles performances, il y avait aussi des équipes qui avaient, sur d'autres critères, qui s'étaient démarquées pendant toute la durée de la compétition. Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez alors pour le début de votre carrière qui commence maintenant, Corentin, parce que vous avez envie de, en tout cas, commencer votre carrière dans ces métiers de la finance et de la gestion en particulier. Hein. Exactement. Ouais. Je veux continuer à être gérant ou être analyste financier dans les prochains mois à la sortie de mon école. Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que, je me tourne vers vous et je vous fais confiance, mais est-ce que vous êtes en sortant d'HEC ou de grandes business schools françaises, est-ce que vous êtes un extraterrestre? C'est-à-dire, dans le sens, vous voulez vous tourner vers les métiers de la finance et de la gestion? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup autour de vous qui s'intéressent à ce genre de métier? Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième, c'est pourquoi est-ce que vous vous y intéressez aujourd'hui? C'est vrai que les métiers de l'investissement ne sont plus aussi cotés qu'il y a quelques années. Beaucoup partent en banque d'affaires, pas trop en gestion d'actifs. Et le PE, le private equity, intéresse énormément les étudiants justement d'HEC. Mais je pense aujourd'hui, ce qu'on cherche, généralement, si je parle en tout cas personnellement, c'est vraiment d'avoir du sens et de l'impact dans ce que l'on fait. Donc vraiment, les métiers de l'investissement permettent aujourd'hui, avec la gestion active, d'avoir de l'impact, que ce soit de l'engagement, que ce soit du vote, et donc réellement être capable de suivre la société et suivre les émetteurs qu'on a en portefeuille. Et aussi, en ayant fait le master Data Science for Business à l'École Polytechnique et à HEC Paris, c'est d'être capable de mener la transformation digitale, aussi bien sur les business models des sociétés de gestion, mais aussi sur l'ensemble des données qu'on a aujourd'hui à disposition pour être capable d'investir, pour être capable de les traiter, pour être capable de tirer de l'information concrète pour les gérants. Ça vous parle, ce discours? Non, mais c'est intéressant, François. Je ne sais pas, vous en avez vu des générations de gérants oui, mais je pense que arriver. Cette notion de sens, elle est très importante parce que je crois que dans les 10 dernières années, on l'a un peu perdu avec tout ce qui est gestion algorithmique et autres, où on a eu des mouvements de marché qu'on avait du mal à relier finalement à une notion de sens que nous, effectivement, nous avions également par le passé, parce qu'on disait que finalement, investir de l'argent, c'était participer à l'allocation optimale des ressources dans l'économie. Donc, diriger l'argent vers où les investissements étaient les plus prometteurs. Puis, effectivement, il y a eu toute cette globalisation des marchés financiers qui ont fait que on va s'intéresser plus aux flux, plus à la dernière news et pas forcément à l'intérêt économique qui est derrière. Et bien là, je retrouve avec cette histoire d'impact finalement le sens premier qu'à un moment donné nous avions perdu. Et c'est une chance de voir à nouveau des thématiques, des gens qui vont venir s'intéresser à ça et redonner du sens à tout ça. Ouais.
Je ne sais pas, Corentin, parmi les enseignements personnels que vous retirez de cette expérience de gestion, alors je ne sais pas, peut-être que vous gérez, vous, en propre, un compte boursier ou autre, que vous êtes investi sur les marchés peut-être, mais sur cet exercice professionnel, on va dire, de gestion, quels sont le ou les grands enseignements personnels que vous retirez? C'était un challenge vraiment très excitant, très challengeant, qui nous a permis vraiment de nous mettre sur des conditions réelles, avec de très belles sommes à investir. Ouais. Et donc ça nous permet aussi d'avoir toute la vision d'un gestionnaire d'actifs sur toutes les problématiques qu'il peut rencontrer aujourd'hui, les problématiques avec les données, les problématiques aussi de l'investissement responsable, comment essayer de faire de l'impact, comment essayer d'avoir du sens dans ces investissements, même si jamais certaines fois, certaines valeurs sont exclues et qu'on voudrait les investir. C'est très important de garder cette conviction très forte qu'on a eue de notre équipe et je pense que je vais continuer par la suite. Bon, félicitations Corentin, félicitations à vous et à toute l'équipe de Quant for Good donc, qui a remporté cette deuxième édition du Graduate Challenge initié par Natixis Investment Manager. Et donc vous confirmez, votre premier job sera dans une boutique de gestion, c'est ça Corentin, c'est l'idée. Merci beaucoup Corentin d'avoir été avec nous. Corentin Sen, donc étudiant HEC et vainqueur de ce Natixis IM Graduate Challenge. Et on continue de parler de gestion, évidemment, avec vous, François Jubin, je le rappelle, le président de Wise AM. Oui, le thème qu'on s'est fixé tous les deux en discutant, c'est le thème de la gestion active. Alors peut-être d'ailleurs pour enfoncer quelques idées reçues sur la gestion active, est-ce qu'est une gestion active aujourd'hui? C'est vrai que quand on pense gestion active, on se dit fonds de stock picker ou de bond picker. Voilà, on cherche des sélectionneurs de valeurs, des gestions discrétionnaires. On verra que les frontières évoluent en la matière. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de gestion active? Ça fait plus de 10 ans que j'observe et que je commente les marchés. J'ai très souvent entendu en début d'année, cette année sera l'année de la gestion active. Au terme de beaucoup d'années, ça s'est souvent avéré faux. Là, pour le coup, cette année 2021 montre que quand même, oui, il y a un environnement de marché qui semble être plus propice que précédemment à la gestion active. Alors oui, on a eu une année 2018 qui était catastrophique, avec, je rappelle, un CAC qui fait -9 et des gestions small cap qui font -21. Donc tout le monde n'est pas sur les small cap, mais quand on est gérant actif, on va fatalement avoir un biais vers notamment les small caps sur la partie action. Ça c'est une donnée quasiment systématique. Donc une année 2018 très compliquée et finalement des clients qui se disent mais pourquoi je paye des frais de gestion pour gérer un portefeuille qui fait moins bien que des ETF et autres. Donc on voit bien qu'il y a une poussée très très forte vers la gestion passive et là cette année, eh bien branle-bas de combat, on se retrouve avec des gestions actives qui font par rapport au 18 mars jusqu'au 31-12 de l'année 2020 qui font 60% quand le CAC fait seulement 40% et frais déduits sur ces performances. Donc on se dit il se passe quelque chose, quoi. Et puis on peut multiplier l'exemple de la surperformance de la gestion active sur 2021 avec beaucoup d'exemples. Donc effectivement ça y est, on commence à être en ébullition et on se dit finalement il se passe quelque chose. Mais justement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, si on regarde l'environnement de marché, pourquoi est-ce que l'environnement de marché depuis mars 2020 est plus propice à la gestion active? Ce qui ne remet pas en cause quand même, ce qu'on décrit d'un mot, mais quand même le cycle de montée en puissance de la gestion passive qui dure depuis plus de 10 ans. On voit quand on regarde les encours, c'est le grand écart entre les flux de collecte vers la gestion passive et la décollecte sur 10 ans en tout cas de la gestion active. Alors, ça va pas changer. C'est-à-dire qu'on a ce flux, c'est-à-dire que cette toile de fond, ces dynamiques-là de fond, elles restent en place. Quelque part, si on a pas trop d'idées sur le marché, sur ce qui doit être fait, eh bien finalement, on va essayer de constituer un portefeuille qu'on va tenir et puis le faire à moindre frais. Donc fatalement, on va avoir quelque part un cœur de portefeuille autour de la gestion passive. Mais tout ça, ça répond pas à tout parce que regardez, la question du benchmark, par exemple. Oui, très intéressant. Très intéressante, où on prend une partie des actions monde et une partie des obligations d'État, Barclays, machin, je pense que c'était des obligations d'État. Eh bien, on voit quel intérêt aujourd'hui d'avoir des obligations d'État
zéro de rendement dans le meilleur des cas. Donc on va chercher à faire autre chose. Donc on va aller chercher d'autres classes d'actifs, d'autres stratégies. Et là, la gestion active, elle a son mot à dire. Donc elle a son mot à dire quand on va aller chercher des segments de marché qui ne sont pas couverts. Et puis il y a aussi des bons gérants. Alors, je voudrais quand même ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion active, c'est un jeu à somme négative. C'est un peu comme le loto ou le pari sportif. C'est-à-dire que forcément, si on prend la somme de tous les paris qui ont été faits, oui, les paris sportifs qui ont été faits, si on prend la somme de l'argent qui a été déversé sur un pari sportif, il en reste moins à ceux qui ont gagné que tout ce qui a été mis. Donc, entre-temps, il y a eu des commissions. Voilà, donc c'est les fameux frais de gestion qui sont incriminés dans la gestion active. On se dit, ça ne sert à rien d'aller dans la gestion active, puisque en moyenne, je vais payer plus de frais de gestion que sur de la gestion passive. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la gestion active, il y a des mauvais gérants et il y a des bons gérants. Et les mauvais gérants permettent de financer les bons gérants. Pour faire de bons gérants, il faut qu'il y ait de mauvais gérants. Donc si on supprime les mauvais gérants, on n'aura pas de bons gérants. Donc voilà, tout le monde a son utilité. Et en l'occurrence, ce qu'on souhaite, c'est d'aller sélectionner les bons gérants. Donc voilà, donc il y a des bons gérants et il faut savoir aujourd'hui, tout le monde travaille à déterminer ce qu'est un bon gérant. Oui, bien sûr, ça c'est le travail que vous faites effectivement en allant sélectionner les fonds. Quand on sélectionne un fonds, on sélectionne aussi d'une certaine manière un gérant et une équipe de gestion. Vous le disiez, c'est vrai que structurellement, quand on est gérant actif, stock picker, on va aller chercher des marchés qui sont un peu moins couverts que les large cap traditionnels. Et donc ça nous amène sur le segment des small et mid cap par exemple, alors qui a été un gros frein à la performance en 2018. C'est vrai qu'il y a eu l'effondrement du marché sur le dernier trimestre, sur le mois de décembre, qui était spectaculaire, qui a pris tout le monde à revers. À l'inverse, vous dites, le retour de la gestion active s'accompagne d'un retour de surperformance de ces valeurs small et mid cap. Ou le contraire. Voilà, donc surperformance des valeurs small et mid cap qui pour des raisons fondamentales également, qui est bien capté par les gérants actifs, moins par les gérants passifs. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Donc là, on voit bien que dans ce que vous dites, c'est un biais de marché, les small cap, qui fait que c'est accessible par la gestion active plus facilement que par la gestion passive. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle on peut trouver des gérants actifs, quand il y a un biais structurel. Autre raison, quand on a des process qui ont bien été travaillés et sur lesquels on peut avoir une régularité. Donc il y a quelques gérants qui arrivent dans leur classe d'actifs parce qu'ils ont une vraie connaissance du micro-marché sur lequel ils interviennent, et bien ils arrivent très régulièrement à créer de la surperformance, et ça c'est intéressant. Alors on peut regarder, parce que là on peut prendre un exemple, l'exemple d'un des fonds de la gamme Carmignac par exemple. Je crois que vous nous avez proposé un graphique comparatif. Non, mais c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Et effectivement, donc la régularité dont vous parlez se traduit par une surperformance qui est régulière dans le temps. Alors on parle de quel fonds de chez Carmignac là en l'occurrence? Ça c'est sur le crédit, c'est un fund credit, donc c'est un fonds qui est tout terrain en fait quelque part autour de la thématique du crédit. Et quand on le compare à l'indice des obligations au rendement, bien on voit que on a cette surperformance qui est régulière. Et puis après on a d'autres. Ça c'est vraiment pour un sélectionneur de fonds, trouver un fonds comme ça, c'est vraiment c'est la pépite, quoi. C'est la pépite, parce qu'on se dit, voilà, on le sélectionne et puis on part en vacances. C'est ça. On laisse le gérant faire son travail. Et puis nous, c'est terminé, quoi. Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que derrière, est-ce qu'il faut à un moment donné sortir du high yield? On pourra se poser la question, sachant voilà. Et puis il y a d'autres gérants actifs qui, à un moment donné, ne montrent pas de surperformance par rapport au marché. Alors, on peut se dire, mais pourquoi je vais payer des frais de gestion, je prends un risque quand même de gérant, voilà. Et on s'aperçoit que dans certaines configurations de marché, on est content d'avoir un gérant actif. C'est un peu, je reprends la citation de Warren Buffett, c'est
Je crois que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignaient sans maillot. Ouais. Voilà. Bon, donc là, on a un exemple au premier trimestre 2020 où la mer se retire. Et j'ai pris un autre exemple sur la gestion action du secteur financier, secteur bancaire. Il y a un fonds de chez Axiom. Un fonds de chez Axiom qui est très bien calibré pour comprendre ce qui se passe dans cette classe d'actifs. Mais on voit qu'il ne s'est rien passé dans le fonds pendant quasiment 6 mois, 1 an par rapport au marché. Et puis arrive ce séisme 2020. Et là, on voit qu'il y a des opportunités qui apparaissent dans le marché des valeurs financières. Et une boîte comme Axiom a su en profiter. Donc là, on est dans l'exemple d'une stratégie de gestion active qui ne montre pas de valeur tout de suite, mais qui à un moment donné... Pendant des années, on passe sous le radar, et puis à un moment donné... Avec une dislocation de marché telle qu'on a vécu, là on gagne des années de performance en quelques mois. Exactement. Ouais. En conclusion de tout ça, qu'est-ce que ça change quand on construit des allocations justement pour des clients, François ? Ça change ça change rien pour nous parce qu'on le fait depuis des années. Ouais. Mais en tout cas, ce qui change, c'est quand même ce bulldozer de la gestion passive qui nous amène des outils aujourd'hui dont on ne disposait pas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion passive où on investissait seulement sur le CAC 40 ou le MSCI World, certes, c'est très bien, on peut le faire à 0 frais. Donc très ça bien. existe toujours, c'est toujours des encours massifs, mais vous dites c'est un peu le Aujourd'hui, nous, notre rôle, on va pas apporter de valeur ajoutée là-dessus. Nous, on va apporter de la valeur ajoutée en allant chercher, par exemple, des outils de gestion passive sur des thématiques qui peuvent être assez particulières. Donc on voit, il y a des gestions passives sur le low vol, par exemple, pour amener des choses. Il y a même sur le secteur bancaire, ça nous arrive combien même on a un fonds du type Axiom qui est intéressant, c'est intéressant pour pouvoir jouer des mouvements de volatilité importants qu'on a sur le secteur bancaire, pouvoir faire des opérations tactiques, se mettre sur le marché, repartir, revenir. L'ETF, c'est quelque chose de facile à manipuler. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce que l'idée de cette conclusion, c'est que les frontières sont beaucoup moins nettes qu'auparavant entre les OPCVM traditionnels gérés par des stock pickers ou des bond pickers et les ETF d'aujourd'hui, en tout cas. Oui, parce que prenons le cas des ETF très spécifiques. Il y a des ETF spécifiques qui ont des frais de gestion aujourd'hui qui sont plus élevés que des frais de gestion actifs. Ah. Voilà. Mais c'est-à-dire que les deux ont convergé, ou est-ce que c'est la gestion active qui fait le travail d'optimisation de ces frais Alors, je pense qu'il y a quand même une pression sur les marges en général. Ouais. C'est-à-dire que je pense que les marges, elles ont un peu diminué sur la gestion active, mais la gestion passive avec plus de valeur, plus de valeur, ça se paye assez cher. Ah ouais. Et puis le point de la gestion active, c'est aussi transparent. C'est-à-dire qu'on comprend ce sur quoi on investit. On voit le portefeuille, bref. Eh bien, dans la gestion active, qui était souvent très discrétionnaire, aujourd'hui, on voit des fonds qui sont de plus en plus transparents sur leur processus. On travaille avec un fonds sur l'énergie solaire ou Actif Solar, pour ne pas le nommer, sur lesquels il y a une trentaine de valeurs. Il y a un process qui est super établi. Il y a très peu de rotation finalement dans le portefeuille. On est finalement très de la philosophie. On se rapproche vraiment de la philosophie. Dans la gestion active, on arrive à se rapprocher de la philosophie de la gestion passive. Bon, deux mondes qui convergent. Alors, merci beaucoup François. Merci d'être venu nous apporter vos remarques et cet éclairage là sur cette gestion active, les fonds traditionnels et les ETF qui permettent de bâtir des stratégies effectivement actives et des frontières qui sont beaucoup moins nettes qu'auparavant entre ces deux grandes catégories de produits. François Jubin qui était avec nous en plateau, le président de Wise AM, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.